Alors, j'ai proposé de vous parler de ce sujet parce que ça interpelle beaucoup de personnes. Et ça, je l'ai vu à propos des écrans, vous savez, hein, les écrans, les adolescents, les écrans, les enfants, et puis l'intelligence artificielle, les algorithmes, Google. Bon, alors, est-ce qu'on a raison d'avoir peur et jusqu'à quel point? Donc je vous propose d'aborder d'abord la question des écrans parce que ça fait partie de la digitalisation. Alors d'ailleurs le mot, vous savez, hein, est-ce qu'on dit digital ou numérique? Donc j'ai regardé ce qu'il fallait dire. En fait, personne n'en sait rien. Donc l'Académie française a dit qu'il fallait dire numérique parce que digital c'est les doigts, mais les linguistes disent plutôt le contraire. Et ils disent mutuellement qu'ils ont tort. Donc bon, on s'en fiche. On a tous compris de quoi on parlait. Hein. Donc je vous propose d'abord de commencer par les écrans, et puis on rentrera vraiment dans la question après d'une espèce de mathématisation du monde, que l'on vit peut-être, et de se demander est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur le psychisme humain, et en particulier des jeunes, puisque eux vont le vivre, certains le vivent dès qu'ils ont même quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Hein. Alors, donc on commence par les écrans. Alors, ça c'est un phénomène qu'on observe alors, donc on va regarder, est-ce qu'il y a des études qui disent que l'exposition aux écrans, en fonction de l'âge, fait que les enfants ou les adolescents vont mal. Ça paraît simple, mais en fait, ça l'est à moitié. Et ça l'est à moitié parce qu'on n'y met pas d'une autre. Et en fait, c'est pas qu'une question d'écran, c'est une question d'épidémiologie. Et c'est pareil. Vous avez entendu parler du glyphosate, hein, tous. C'est exactement la même question. Et là, récemment, il y a un papier qui est sorti dans les Annals of Internal Medicine à propos de manger de la viande rouge. Vous avez vu ça aussi? Et c'est encore exactement le même problème. Vous avez vu le glyphosate, vous avez des gens qui disent que c'est une catastrophe, puis vous avez des gens qui disent que finalement il n'y a rien. Et ce qui est curieux, normalement c'est des discours scientifiques. Normalement le discours scientifique ne devrait pas arriver à une chose et son contraire. Et alors bien sûr, que disent les gens? C'est à cause des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que ceux qui disent que le glyphosate c'est rien, ils sont vendus à Bayer et Monsanto, et ceux qui disent que le glyphosate c'est quelque chose, ils sont écologistes et ils ont un conflit d'intérêts idéologique. Eh bien, en fait, tout est vrai. Tout est vrai. La seule réponse qu'on a à la question du glyphosate, pour avoir vraiment revu la littérature, c'est que moi, en tout cas, mon métier de biostatisticien, et je m'occupe d'un centre de recherche en épidémiologie, je n'en sais rien de ce que ça fait que le glyphosate. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est moins grave que de fumer un paquet par jour. Et si je vous dis ça, c'est pas anodin, hein, parce que vous n'imaginez même pas le temps qu'il a fallu pour montrer que fumer un paquet par jour, c'est mauvais pour la santé. Vous imaginez même pas ça. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à faire des thoracotomies, on s'est rendu compte que les gens qui fumaient avaient les poumons tout noirs. Et on s'est dit quand même, ça doit pas être très bien d'avoir les poumons tout noirs. Ça doit donner des maladies. Peut-être même le cancer du poumon, etc. Mais c'était une hypothèse. Et donc il y a des épidémiologistes qui ont fait des études pour essayer de voir si les gens qui ont un cancer du poumon fument plus souvent que les autres. On appelle ça une étude cas témoin ou des études de cohorte. On suit des sujets et puis on regarde ceux qui fument. Et puis ceux qui fument, est-ce qu'ils développent un cancer du poumon? Donc il a fallu faire des études. Ces études ont été faites et bien sûr elles ont trouvé quelque chose. Mais on a dit, les firmes qui vendent du tabac, elles ont dit, non, en fait, c'est un artefact, c'est que il y a une vulnérabilité génétique qui fait qu'on a le cancer du poumon et qui fait qu'on fume. Donc il y a une association statistique, c'est pas des blagues, hein, c'est vraiment ça qui s'est passé. Il y a une association statistique, mais vous pouvez fumer, c'est pas ça qui cause le cancer du poumon, c'est que vous avez un gène. Et donc il a fallu des années pour confirmer les résultats, pour essayer de voir dans quelle mesure un facteur génétique pourrait infirmer la relation, etc., etc., etc.
Donc vous imaginez, rien que pour une exposition aussi violente que le tabac, dont on sait aujourd'hui que c'est le problème numéro 1 de santé publique en France, hein, à peu près 80 000 morts évitables. Donc le premier facteur de risque évitable en termes de mortalité en France, c'est le tabac, et il a fallu 10 ans pour montrer que ça faisait quelque chose. Je prends un autre exemple, hein, la pilule et le cancer du sein. Donc, dans les années 90, 2000, on s'est posé la question, c'est un perturbateur endocrinien, la pilule, pas qu'un peu, sinon ça ne marcherait pas. Et donc on s'est dit, mais si ça se trouve, ça donne le cancer. Et il y a des rationnels pour ça. Et donc il a fallu faire des études, mais il a fallu inclure des millions de femmes dans des études, et les suivre 10, 20 ans. Et il a fallu faire ça dans plein de pays pour voir que oui, peut-être que ça augmente un peu le risque de cancer du sein, mais ça diminue le risque de cancer de l'ovaire. Et donc du coup, l'un dans l'autre, en fait, en termes de cancer, parce qu'il y a des maladies thromboemboliques, mais ça c'est autre chose, en termes de cancer, finalement, ça ne doit pas être un problème. Vous voyez un peu l'ampleur. Alors maintenant, vous imaginez les écrans pour arriver à montrer quelque chose. Hein. C'est très lourd, très compliqué, et il va falloir des expositions importantes, il va falloir suivre les enfants des dizaines d'années pour voir. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, ce qu'on sait, c'est des trucs bébêtes. L'exposition aux écrans, comme ils ne bougent pas, ils deviennent plus gros. Non mais c'est vrai, l'épidémiologie le trouve. L'épidémiologie le trouve, donc il y a de la sédentarité, c'est vrai. Mais alors, vous riez parce que c'est bébête, mais c'est quand même bien de le dire. Hein, c'est quand même bien de le dire. Vous voyez, quand on a des enfants qui ont tendance à avec les écrans, il faut leur dire, écoute, là maintenant c'est bon, maintenant tu vas faire du sport, ou alors j'accepte la Nintendo Switch, mais tu vas faire du judo, et tu le fais. Et si tu vas pas au judo, tu fais pas la Nintendo Switch. Vous voyez, c'est pas anodin. Donc il y a la sédentarité. Après, alors, on trouve effectivement un impact sur des traits anxio-dépressifs. Mais là, c'est compliqué parce que on pourrait très bien imaginer que c'est parce que vous êtes un peu pas bien dans votre vie que vous vous réfugiez dans les jeux vidéo ou dans les réseaux sociaux. Hein. Donc il y a une association statistique. Mais avant de dire que l'un est la cause de l'autre, alors on peut s'engager, mais ça coûte plus cher. Il faut faire plus d'études, plus de temps. Hein. Donc pour l'instant, il y a des bricoles qu'on voit, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on ne voit rien de massif. Et ça, parce que vous pourriez dire que je suis nihiliste par rapport à ce que fait l'épidémiologie. Non, l'épidémiologie, au moins, elle voit vite des phénomènes très forts. Donc au moins, on peut dire que les écrans aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est pas la catastrophe en termes de santé publique. Alors après vous allez me dire, ah oui mais il y a des addictions aux écrans, alors c'est une autre question, vous savez que c'est débattu, vous savez que c'est rentré dans la classification internationale des maladies il y a quelques mois, et pour avoir discuté, oui, rien n'est simple aussi, pour avoir discuté avec des collègues qui faisaient partie des jurys, en fait, un des arguments qu'il y a eu pour faire rentrer l'addiction aux écrans dans la classification mondiale des maladies, c'est que comme ça, en termes d'addiction, ça permettait aux collègues qui font de la recherche sur les écrans de pouvoir bénéficier des appels d'offres sur les addictions. Alors, trêve de plaisanterie, on a des adolescents en consultation, ça existe, on a des adolescents qui jouent de façon complètement folle, qui dorment plus, qui sont en échec scolaire, qui sont en désocialisation quasiment totale, en particulier avec leurs parents, donc ils vont mal, les écrans sont liés à ça. Ça existe, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que c'est une addiction comme l'héroïne? Peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Donc, si je vous dis ça, c'est que les collègues addictologues sont embarrassés pour dire si c'est une addiction comme une addiction au tabac, qui est un truc d'une violence aussi extraordinaire. Hein. C'est vrai que les écrans, c'est quand même pas tout à fait la même chose
en termes d'expérience d'addiction, mais il y a un problème, je vous l'accorde, il y a un problème réel, et le collègue Olivier Fall, par exemple, qui travaille beaucoup sur l'addiction des adolescents au cannabis et tout ça, maintenant, à sa consultation, il a des adolescents pour équivalent d'addiction aux écrans. Bon, alors, puis j'ai oublié de parler de la lumière bleue, hein, vous savez, les écrans, ce qui est vrai, hein, c'est vrai, c'est que c'est une exposition à la lumière bleue, il paraît que c'est pas si grave que ça, en tout cas il y a un débat, mais d'être devant un écran éclairé à 22-23 heures, effectivement ça perturbe le rythme veille-sommeil, et en fait, là aussi c'est pas de l'héroïne, mais en fait le rythme veille-sommeil c'est quand même un problème, surtout que vous êtes au courant qu'à l'adolescence le sommeil est quand même un petit peu perturbé pour plein de raisons, hein, autant sociologiques que psychologiques que biologiques. Alors, donc vous me dites, donc voilà, donc si vous voulez, on pourrait dire les écrans, bof, oui, encore une fois, il y a quelque chose de nouveau. D'un côté, il y a Wikipédia, c'est fantastique. De l'autre côté, ben, il y a des effets collatéraux. C'est la vie, c'est à nous d'apprendre à gérer ça. Et avec nos adolescents, ben, on doit poser des limites encore. Hein. Et c'est pas nouveau qu'on pose des limites avec les adolescents ou avec les enfants. Ça fait partie du boulot. Hein. Et imposer avec la boîte internet, voilà, c'est une nouvelle façon de poser. Alors vous me direz oui, mais quand même, que pensez-vous de la baisse de QI que l'on voit chez les jeunes depuis 20 ans? Vous avez entendu parler de ça? Alors, c'est vrai qu'on dit que le QI augmentait avant, jusqu'au milieu des années 90, et que dans certains pays, en particulier chez nous, mais en gros dans les pays occidentaux, mais chez nous aussi, eh bien, il s'est mis à stagner, voire à diminuer. Et il y a une littérature chaude, quoi, hein, avec des gens. Alors, ça va des perturbateurs endocriniens jusqu'aux écrans. Alors, en fait, eh ben là aussi, on ne sait pas. D'abord, comment vous mesurez l'intelligence? C'est pas simple. En plus, en fait, la baisse, elle existe que pour certaines mesures, pas pour d'autres. En plus, si vous voulez montrer que ça baisse, il faut que vous preniez toujours le même instrument. Mais en fait, les instruments, ils étaient faits, si vous voulez, les gens changent, enfin, les générations sont plus les mêmes. On est obligé d'adapter les tests en fonction de la culture. Or, la culture des adolescents maintenant, elle n'est pas la même que celle qu'il y avait il y a 30 ans ou 40 ans. Donc, on est obligé d'utiliser des tests qui étaient validés pour des enfants avant. Si on les fait passer à des enfants maintenant, c'est peut-être normal que ça baisse. Et puis en plus, ça a baissé à partir des milieux des années 90. Milieu des années 90, les écrans, c'était pas encore le problème. Et puis en Chine, ils ont plein d'écrans. Pourquoi ça baisse pas chez eux aussi? Donc cette histoire-là est en tout cas, là aussi, c'est un vrai sujet. Je reconnais, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il ne faut pas le prendre à la légère, mais il ne faut pas dramatiser à outrance. Il y a des gens aussi qui disent que c'est normal qu'en fait, si vous voulez, le QI a augmenté parce que on nourrit mieux les mamans pendant la grossesse, on fait attention à la grossesse, on les vaccine et donc elles ont moins d'infections pendant la grossesse, on nourrit mieux les enfants, l'école c'est mieux, les parents font attention à l'éducation de leurs enfants. Enfin, tout ça, c'est une évidence. Hein. On oublie de dire que ça va mieux aujourd'hui qu'avant, quand même. Et donc, du coup, ben, les enfants sont plus forts qu'avant. Et alors, donc, et ça a très très bien marché des années 50 aux années 80, très très bien. Mais peut-être que ça ne peut pas aller à l'infini. Peut-être qu'il y a un moment où ça s'arrête, parce que, d'ailleurs, c'est très intéressant. L'augmentation du QI qu'il y a eu chez les enfants et les adolescents, elle est surtout vraie pour les QI faibles, c'est-à-dire en fait c'est la partie en dessous de 100 qui a monté, et ceux au-dessus de 100, en fait ils n'ont pas bougé. Vous voyez, donc c'est comme si
en fait, au-dessus de 100, ça saturait, quoi, on pouvait rien faire. Mais que les enfants qui étaient un peu sous-stimulés, en difficulté, eux, on a pu les tirer vers le haut. C'est une interprétation. Peut-être qu'il y a des perturbateurs endocriniens, peut-être que les écrans, ça rend un peu bébête. Et sûrement que si vous jouez à Fortnite 5 heures par jour plutôt que de faire vos devoirs, ça ne doit pas aider à avoir un QI qui monte. Hein. Donc je ne dis pas ça. Mais vous voyez, on peut pas. Donc moi je trouve que les collègues en particulier, il y a des scientifiques. Hein. Même il y a une professeure au Collège de France qui balance des trucs en disant que les perturbateurs endocriniens, c'est ça qui explique le QI descend. Moi je trouve que c'est pas bien de dire. Alors vous voyez, peut-être que moi je trouve qu'elle est en conflit d'intérêt. Elle croit vraiment que les perturbateurs endocriniens c'est mal et elle a sûrement raison. En tout cas, si je peux les éviter, je les évite. Mais de là à dire, c'est à cause de ça qu'il y a des autistes, que le QI baisse, etc., c'est pas bien. C'est parce que, en fait, on ne peut pas dire ça. Et pour l'autisme, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est encore plus une bêtise. Hein. Donc du coup, écran, ce que dit l'épidémiologie sur la montée en gamme des écrans, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Sauf que quand même, on sait que c'est pas la catastrophe. On sait que c'est pas la catastrophe. Alors, si la science, en particulier épidémiologique, dit pas grand-chose, il faut regarder ce que disent les cliniciens. Parce que le savoir clinique est un savoir complémentaire au savoir scientifique. Pourquoi? Parce que les cliniciens, tous les jours, voient des dizaines de patients, et certains, depuis 30 ans, alors même s'ils ont un biais, vous savez, hein, le biais que c'était toujours mieux avant, même s'il y a un biais, quand même, au moins ça peut servir pour lancer des alertes. Donc, que disent les cliniciens à propos des écrans? Alors, moi, là, il y a un truc qui m'interpelle, c'est sur les tout-petits. Et en fait, c'est pas la digitalisation des petits, c'est la digitalisation des parents. Hein, qui est... vous avez tous vu, hein, c'est très frappant, des parents parfaits qui ont les biberons stérilisés, les trucs, etc. Enfin, l'allaitement maternel jusqu'à tant de mois, tout est... Et qui sont avec leur smartphone, voilà. Donc, alors là, on n'a pas de données, hein, on n'a pas de données pour savoir si c'est mal ou si c'est bien, mais enfin, quand même, là, il y a des arguments cliniques forts pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Et donc, il y a eu plusieurs prises de position que, en fait, le tout petit enfant, vous imaginez pas à quelle vitesse le cerveau d'un tout petit enfant se transforme, c'est absolument vertigineux, c'est vertigineux, et c'est, en fait, si vous voulez, c'est fait exprès, vous savez, le petit humain né prématuré, vous avez remarqué, hein, un petit chat, c'est quasiment marcher tout de suite, un petit humain, il faut 12 mois pour marcher. Donc on a calculé hein, qu'en fait, les femmes devraient être gestantes 18 mois, quelque chose comme ça. Oui. J'ai du mal à en parler, mais... Donc, et qu'en fait... alors, c'est une interrogation. Pourquoi les femmes accouchent à 9 mois et pas à 18 mois? Alors, il y a une interprétation, elle n'est pas unanimement acceptée, mais une interprétation, c'est qu'en fait, ça permet, vous savez, le diamètre de la tête du fœtus est limité par le diamètre du détroit inférieur du bassin de la femme, qui est un tout petit peu élastique, mais pas beaucoup. Et donc, et en gros, ça fait 10 cm, quoi. Et donc, le crâne du bébé, vous savez, en plus, il y a les fontanelles, il peut se replier un peu, mais enfin, pas trop quand même. Et donc, du coup, l'enfant sort prématuré pour que son cerveau continue à croître après. Vous voyez, pour qu'il ait le cerveau le plus gros possible. Et donc, du coup, ce qui se passe dans les premiers mois de vie est vraiment massivement important parce que le cerveau croît et en fait, beaucoup de choses dans la relation se construisent là, alors qu'on ne s'en rend pas compte. Vous savez, pendant longtemps, on a cru qu'il ne se passait rien. En fait, rien que de regarder un enfant, en fait, ça lui fait quelque chose parce qu'il voit,
Il voit notre mimique, il voit si on est fâché, pas fâché, si on se fâche avec son mari ou pas, etc. Il ne le comprend pas intellectuellement, mais il le perçoit. Et donc du coup, si vous êtes sur une tablette, hein, comme j'entendais un matin une femme politique dont je ne dirai pas le nom parce que c'est pas très chrétien, mais si vous voulez, elle dit ah ben voilà, ce matin je donnais le biberon à mon bébé et j'ai entendu ce truc aux infos et vite j'ai pris mon smartphone, j'ai envoyé des tweets, etc. Et ben non, alors ça peut être le papa comme la maman, mais quand on donne le biberon à son bébé, on n'envoie pas des tweets en même temps. Hein. Alors, c'est vrai que je vous entends sourire aussi, ça paraît évident, mais il faut être honnête, c'est tentant si vous voulez. On fait tellement plein de choses en même temps que on se dit zut j'ai oublié ça, zut, on le fait quoi. Et alors si c'est une fois c'est pas grave, mais si vous voulez, si ça devient normal, or les écrans deviennent quelque chose de normal, ça fait partie de la vie, mais ça fait pas partie de la vie d'un tout petit bébé. Ça alors là, c'est pas possible. Alors vous me direz, c'est pas scientifique ce que je dis. Non, mais mais si vous voulez, faut peut-être pas attendre qu'on montre scientifiquement que ça déconne pour ne pas le faire. S'il y a des arguments forts pour lesquels on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut pas le faire, il faut quand même peut-être pas le faire. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fort. Après, il y a du bon sens qui est que plus ils grandissent, plus on peut les exposer. Et de toute façon, quand ils ont 15 ans ou 18 ans, je pense que c'est inéluctable. Pour eux, l'écran fait partie de la vie au sens fort. Hein. On va y revenir. Hein. C'est leur organisation intrapsychique et la vie de la communauté est liée aux écrans à déconner au milieu du collège. Et ça, c'est sûrement irréversible. Peut-être que ça a des conséquences, mais c'est ce qu'on verra juste après. Voilà. Alors, si vous êtes avec eux, hein, souvent, si au début vous regardez les écrans avec eux, mais en les laissant tout seuls aussi. Parce qu'on voit, par exemple, des papas ou des mamans qui inscrivent leur adolescent avec Facebook et qui ont bien le mot de passe et tout ça pour bien regarder ce qui se passe. Il ne faut pas faire ça. De toute façon, ils s'inscrivent eux-mêmes avec un nouveau nom après. Alors, bien sûr, vous me direz, oui, mais il y a le harcèlement, etc., etc. Les écrans, c'est sympa, mais ça fait du mal à certains adolescents. C'est vrai. C'est incontestable. C'est incontestable. Vous savez que globalement, il y a moins de violence physique dans nos sociétés qu'avant, quand même. Hein. Vous êtes au courant. Hein. C'est massif même. Hein. C'est massif. Hein. Il y a moins de violence physique dans nos sociétés qu'il y a 20 ans, 40 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans, 400 ans, 600 ans. Ça diminue comme ça tout le temps. Hein. On a de plus en plus peur de la violence physique, donc du coup, et puis dans les médias, on en entend parler tout le temps. Hein. Donc on a peur qu'elle soit là, et c'est très bien qu'on en ait peur, parce que la violence, c'est pas bien. Hein. Mais on est aujourd'hui dans une société qui n'a jamais été aussi peu violente, physiquement. Alors, la violence se contourne, hein, elle sort quand même, et il y a des violences plus médiées maintenant. Par la parole, vous avez remarqué, comme dans le discours, il y a de la violence. Et puis, il y a de la violence par les écrans. Voilà, les humains sont violents, c'est pas bien. Donc, il faut apprendre à le gérer. Et donc, dès qu'il y a un nouveau média, la violence vient se greffer dessus. Alors, il y a les histoires de, oui, ils sont tous narcissiques, ils se prennent tous en selfie. Donc l'image de soi devient très importante, à tel point qu'ils pensent qu'aux fringues, etc. C'est un peu vrai aussi. C'est un peu vrai aussi, mais bon, le narcissisme, on reviendra tout à l'heure dessus,
c'est une vraie question de nos sociétés. Le narcissisme est une vraie question. C'est pas forcément une maladie, le narcissisme. C'est une façon d'être. C'est comme ça. On change. Les humains changent. Et la question de l'individu, l'individu change. Mais alors par contre, il y a une étude intéressante, c'est qu'on entend souvent, on est de plus en plus narcissique, on est de plus en plus individualiste, il n'y a plus d'altruisme. Eh bien, c'est pas vrai. Il y a une étude qui est faite en particulier auprès des jeunes, régulièrement, qui teste le niveau c'est des économistes qui font ça, puisque l'altruisme, ça joue dans les échanges. Eh bien, ils montrent que, et d'ailleurs ils disent, il ne faut pas dire qu'il y a plus d'individualisme, il faut dire qu'il y a plus d'individuation. C'est-à-dire que le sujet, en tant que sujet, effectivement, c'est plus fort qu'avant, mais en fait, il y a plus d'altruisme qu'avant. Et moi, je vous assure que quand on discute avec la plupart des jeunes, moi, je les trouve vraiment plus altruistes. Il y en a beaucoup plus qui s'intéressent à ce qui se passe dans les pays émergents, qui vont faire des trucs pour s'occuper des pauvres. Enfin, quand vous lisez des CV, c'est vraiment... ça a changé en 20 ans. Hein. Alors, bien sûr, oui, alors les écrans, ça joue sur l'orthographe. Enfin, effectivement... Voilà, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour en parler régulièrement avec des collègues qui sont profs de littérature à la Sorbonne, ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Et alors ils disent que c'est un vrai problème puisque le langage construit le psychisme et que si le langage se délite, alors on ne pensera plus. Mais enfin, je trouve quand même que c'est aussi un discours un peu élitiste parce que c'est le langage d'une élite. C'est sûr que sur France Culture, il parle moins bien qu'avant, mais bon, c'est pas... c'est peut-être un problème, peut-être. Non, ce que je pense, ce qu'on perçoit cliniquement, en fait, pour le dire en 2 mots, avant de passer à la suite, pour le dire en 2 mots, moi je pense que les écrans aujourd'hui, c'est pas un problème que les enfants vont plus mal ou vont mieux, c'est que ceux qui globalement vont plutôt bien vont aller encore mieux, et ceux qui globalement avaient quelques difficultés, eh ben ils vont aller encore moins bien. C'est-à-dire, vous voyez, pour être très précis, hein, l'histoire des réseaux sociaux, en fait, moi je trouve que les adolescents aujourd'hui ont une intelligence sociale en moyenne largement supérieure à la nôtre. Enfin, la nôtre de ma génération, j'ai 57 ans. Ça saute aux yeux. Et d'ailleurs, ça saute tellement aux yeux qu'on voit quand on parle avec eux qu'ils font attention à ce qu'ils nous disent parce qu'ils savent qu'on n'est pas pareil. Mais c'est vrai. Hein. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur Facebook, que vous avez conscience de comment fonctionne Facebook, vous faites très attention à tout ce que vous écrivez. Parce que vous allez écrire quelque chose, mais vous ne voyez pas dans le regard des gens comment ils l'ont compris. Et en plus, ça va rester tout le temps. Donc, vous vous dites, je vais envoyer ça, comment je le formule, qui est susceptible de le lire, etc. Et donc, si vous faites ça plusieurs dizaines de fois par jour, tout le temps, ça cultive vos cognitions sociales. Mais pour y arriver, il faut déjà être fort. Du coup, si vous êtes fort, vous devenez très fort. Et si vous n'êtes pas fort, vous écrivez n'importe quoi, et le lendemain dans la cour de récréation, vous faites massacrer. Donc si vous n'êtes pas fort, vous devenez, vous êtes en grande souffrance. Donc ça augmente les inégalités. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dès que vous avez comme ça un lâchage, un nouveau truc qui arrive dans un monde très libéral, ça augmente les inégalités. C'est quasiment mécanique. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Alors ça, c'était pour les écrans. Vous voyez, on ne peut pas avoir de discours manichéen, sauf, moi je dirais, pour les tout-petits. Où là, il y a une vraie interrogation. Alors, mais le digital, c'est pas que les écrans. C'est pas que les écrans. Il y a un vrai sujet autour des algorithmes, de l'intelligence artificielle, et je dirais même, on peut même dire qu'il y a une mathématisation du monde. C'est ça qu'on observe, hein. C'est une mathématique, puisque les algorithmes, c'est des mathématiques en fait. Hein. Les ordinateurs, programmer un ordinateur, c'est faire des mathématiques. Donc il y a une mathématisation du monde. Et ça, je pense que ça interpelle
beaucoup de gens dans la société. Alors, il se trouve qu'en plus, il n'y a pas que ça qui nous interpelle. C'est un élément anxiogène parmi tant d'autres, et vous êtes au courant, la planète, bien sûr, il faut le dire, la sexualité. La sexualité des humains est plus compliquée qu'avant. Hein. Avant, il y avait des hommes et des femmes. C'était déjà compliqué. Mais il y a... Et ça, c'est comme ça, mais ça interpelle beaucoup de nos concitoyens dans leur représentation de ce qu'est un humain. Donc la société, le climat, la planète, la sexualité, la structure de la famille. En France, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais je vous promets qu'en Asie, c'est un tremblement de terre sociétal. Hein. Quand en Chine, vous aviez des familles extrêmement unies, à tel point que ce sont les enfants qui sont à la retraite des parents et des grands-parents. Et que là, à cause de l'enfant unique, vous avez un couple d'enfants, au-dessus il y a 4 parents, 8 grands-parents. 8 plus 4 au-dessus d'un couple de jeunes Chinois qui sont connectés, etc. Alors que les grands-parents, ils sont même pas au courant que les ordinateurs existent. Eh bien, à quoi ils pensent? À fuir. À fuir. Donc il y a une dislocation de la famille qui est un choc. Or la famille, c'est extrêmement important dans une société. Hein. Donc les changements de structure familiale sont évidents. Hein. Et puis le psychisme, c'est-à-dire qu'on sent que il y a des algorithmes partout. Quand on est sur Internet, on nous pose des questions et c'est des robots qui nous posent des questions et voilà quoi. Donc on a l'impression de rentrer dans un film de science-fiction, dans la matrice quoi. Il y a des nombres partout et d'ailleurs pour les pédopsychiatres c'est quelque chose. Moi j'ai observé un truc que je trouve pas qui fait sens par rapport à ça. Vous avez remarqué que depuis 10 ans, il y a des sujets autistes dans la quasi-totalité des séries télévisées. Vous avez remarqué, hein, des Bones, les experts à Miami, Sherlock Holmes, Atypical, enfin, dans toutes les séries, vous avez un personnage qui est, même dans Star Trek, Spock, il a des traits autistiques, hein. Vous avez un personnage qui a une pensée très abstraite, qui a un peu une inhibition sociale, hein, ce qui pour nous est très bien parce que ça permet de déstigmatiser l'autisme, en tout cas de haut niveau, parce qu'il n'y a pas nos patients autistes qu'on voit vraiment, ils ne sont pas encore dans les séries télé, mais au moins cette façon de vivre avec un psychisme différent, maintenant ça rentre dans la société, et de mon point de vue, c'est parce que je pense que on a l'impression que la pensée autistique est une pensée intermédiaire entre l'intelligence artificielle et la pensée neurotypique, comme disent les autoreprésentants autistes. Hein. Et que donc, quelque part, il serait un trait d'union vers le futur de l'humanité. Et donc, ils auraient un rôle particulièrement important à jouer. Là aussi, c'est une interprétation. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a peur. On a peur de l'avenir, de la société et de ce qu'on va devenir comme sujet pensant. Alors là, dans les quart d'heure et 20 minutes qui restent, je vous propose de rentrer dans cette est-ce qu'on a raison d'avoir peur d'une mathématisation de la société. Alors d'abord, il faut revenir aux fondamentaux. Quand on parle de mathématisation, on parle de mathématiques. Au fond, qu'est-ce que sont les mathématiques? Eh bien, vous ignorez peut-être que l'on ne sait pas définir ce que sont les mathématiques. Vous pouvez taper sur Google, il y a plusieurs définitions qui se ressemblent pas. Celle de Stephen Wolfram, qui a fait une encyclopédie des mathématiques, dit que c'est la science des nombres et des formes. C'est pas, ça ressemble, mais c'est pas. D'abord, je pense que les mathématiques ne sont pas une science. Mais donc, premier point, on ne sait pas vraiment définir ce que c'est que les mathématiques. Deuxième point, tous les humains, même à 2 heures de vie, savent faire des mathématiques. Ça, c'est une vraie découverte. Un nouveau-né de 2 heures de vie a le concept de nombre.
C'est un très beau résultat de psychologie cognitive, c'est-à-dire qu'un nouveau-né qui entend 4 bips, il sait que c'est congruent avec 4 ronds sur un écran. Et c'est fort, hein. Donc il a en lui le concept de quantité abstrait, puisqu'il sait que 4 bips, ça a à voir avec 4 ronds, à 2 heures de vie, 1 ou 2 jours de vie. Donc ça veut dire que pour l'humain, les mathématiques, c'est vraiment quelque chose de fort, qui existe en nous. Et puis alors, vous savez que depuis toujours, les philosophes ont une discussion autour de... Vous savez, Pascal, il disait qu'il y a l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Hein, que on peut parler des choses en étant un peu poète, en rentrant dans la subtilité, dans la complexité des phénomènes, mais avec un peu de vapeur et de flou. Et puis qu'on se veut aussi en parler de façon carrée, donc c'est moins subtil, mais c'est plus consensuel, reproductible. Et puis qu'il y a des gens qui aiment plutôt l'un, et il y a des gens qui aiment plutôt l'autre. Il y a une psychologie. Et il y a même des bouquins qui ont été écrits sur les traits de personnalité des profs de maths par rapport aux profs de français. Et ça vous fait rire parce que même si c'est... Je pense que c'est un peu vrai, pas tant qu'on le dit, mais un peu vrai, mais ça vous fait rire parce que tout de suite en tête, vous avez quelque chose. Donc ça fait sens. Alors, finalement, qu'est-ce qui fait que les mathématiques, c'est un truc à part? Moi je pense que c'est pas... Les mathématiques sont d'une violence et d'une puissance extraordinaire parce qu'ils parlent des choses qui sont nécessaires dans la vie. Nécessaires au sens au sens un peu philosophique du terme, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas être. Si vous, je vais prendre deux exemples. Hein. Une petite fille, c'est un exemple vrai, une petite fille est en train de nager, c'est au bord de la mer, elle nage, et son père lui dit « Je veux bien te rejoindre, mais est-ce que je vais avoir pied à ton avis ?» Elle dit « Bien sûr que tu auras pied, puisque j'ai pied. » Vous voyez, c'est nécessaire, c'est-à-dire que comme elle est plus petite que son père et qu'elle a pied, donc son père a pied. Et personne ne peut dire le contraire. C'est nécessaire. On ne peut pas dire que c'est faux. Et elle le sait. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'elle était ravie de dire ça. Il y a une espèce de jouissance de découvrir que, en fait, j'ai pu dire quelque chose qui est universellement vrai et qui, en plus, a rendu service à mon papa. Alors, on pourrait dire, mais ça c'est normal, c'est de la logique, mais il n'y a pas que ça. Vous êtes un maçon, vous devez construire une tour cylindrique, elle fait 10 mètres de diamètre. Combien vous faut-il de mètres linéaires de parpaing pour construire la tour? 31 mètres,4. Et ça c'est vrai en Afrique, en France, sur la Lune, sur Jupiter, dans une autre galaxie, c'est vrai partout, c'est comme ça. Le diamètre d'un cercle, ça fait pi fois, le périmètre d'un cercle, c'est pi fois le diamètre. C'est vrai, c'est nécessaire, on ne peut pas dire le contraire. Et alors on pourrait dire, oui mais tout ça c'est nul, si c'est nécessaire, ça sert à rien, quoi, c'est des tautologies. Ben ouais, mais ça permet de construire des tours. Et puis ça permet, vous voyez, la petite fille, elle a pu dire, oui, t'as pied. Et ça c'est quelque chose de... du coup on se sert des mathématiques tout le temps, quoi, dans la vie. Alors, les menuisiers s'en servent, quand on va au supermarché, on s'en sert, voilà, on se sert des mathématiques tout le temps, même si c'est des choses nécessaires, un peu triviales, c'est diaboliquement utile. Mais, on est bien d'accord, c'est triste. C'est triste parce qu'il n'y a aucun sens dedans, il n'y a pas de sens en mathématiques, il y a zéro sens. Quand on dit, ben oui, mon papa est plus grand que moi, j'ai pied, donc il a pied, c'est vrai, c'est bien, c'est utile, mais il n'y a aucun sens, c'est vide de sens. Les mathématiques sont vides de sens. Ben, le problème qui se passe, c'est que si la société se mathématise et si le psychisme humain se mathématise, eh ben on va devenir vide de sens. Et on a peur qu'il y ait une perte totale de sens due au fait que tout va être mathématisé. Ça c'est un premier point, puis il y a un corollaire aussi, c'est que si tout est mathématique, ben en fait tout va être prévisible, quoi. Comme en physique, il va y avoir des lois
Et donc, en fait, si tout est mathématique, ben, notre vie va être toute déterminée, quoi. Donc, non seulement il n'y a plus de sens, mais il n'y a plus de liberté. Donc, on a peur de ça. Alors, en fait, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple parce que c'est de la métaphysique, en fait. Hein. Et donc, il y a plein de philosophes qui ont discuté de la nécessité, de la liberté, du déterminisme, etc. Enfin, et en fait, là aussi, on n'en sait trop rien. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. C'est pas parce que on est ce qu'on est, voilà. Alors, bien sûr, on n'est pas libre de tout. Bien sûr, on ne trouve pas du sens à tout. Mais enfin, c'est pas parce qu'il y a des algorithmes dans Google qu'on n'a pas de sens avec nos enfants et notre mari ou notre femme. Vous voyez, ça n'a rien à voir, quoi. On est toujours des humains. Il ne faut pas avoir si peur que ça des mathématiques, à ce sujet-là en tout cas. Je ne dis pas que les algorithmes de Google, ça ne va pas pourrir la vie de la société, hein. On est bien d'accord. Mais là, on parle de psychiatrie et de folie, quoi. C'est pas, est-ce que ça va changer les sociétés en mal? Peut-être. Mais est-ce que ça va nous toucher, nous, en tant que sujet pensant? Sûrement un peu, mais il ne faut pas dramatiser à outrance. Alors, troisième point. Rapidement, là on a parlé de mathématiques, l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça interpelle. Hein. Ça interpelle, il y a, on peut même imaginer qu'il va y avoir des professeurs artificiels. On est quasiment là-dessus. Hein. On a déjà des psychothérapies faites par des intelligences artificielles. Hein. C'est pas super sophistiqué, mais il y a déjà des applications qui font des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales. Hein. Ah, c'est bas de gamme, hein. Mais pour faire de la relaxation, par exemple, ça marche pas mal. Hein. Petit bambou, etc. Non, mais il y a des dentistes qui utilisent ça, ça coûte pas cher, ça va vite, ça marche. Hein. Donc on peut, et ça ça fait 5 ans, 3 ans que ça existe. Dans 20 ans, vous imaginez les progrès de l'intelligence artificielle qu'il y a eu, il pourra y avoir des psychothérapeutes artificiels, des enseignants artificiels. Alors on va dire, et alors si ça marche? D'ailleurs, il y a même eu des études qui disaient qu'on va dire, ah oui, mais bon, quand on est face à un psychothérapeute, on parle à un humain. Ça ne sera jamais remplaçable. Ben oui, mais on a montré que parfois, on préfère parler à un ordinateur plutôt qu'à un humain, parce qu'au moins, c'est pas un humain. Comme ça, on peut lui dire des trucs, on se sent plus à l'aise. Et donc, on va dire, ben voilà, donc, oui, mais alors. Le problème, c'est que, en fait, alors ça aussi, c'est pas scientifique, mais j'en suis quand même convaincu. Nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, et ça existe même au moment où on est, et on l'a tous à peu près, une espèce de noyau archaïque qui fait qu'on est tous des êtres humains un peu pareils. Ça a été étudié, hein, ça a été étudié sur les tout petits enfants, où on s'est rendu compte qu'en fait, ils se ressemblent et que dans leur côté archaïque, ils sont assez souvent pareils. Et si vous avez eu des enfants en bas âge il n'y a pas longtemps, vous voyez ce que je veux dire, hein, les enfants ont peur, des espèces de peurs disproportionnées. Et puis, dans les rêves, il y a des gens qui ont étudié les rêves dans plein de continents, cultures différentes, et on retrouve des choses qui sont un peu toujours la même chose. Et donc, il y aurait... Alors, juste pas pour vous donner, parce que là, c'est très abstrait. Je vais vous donner un truc trivial, mais qui... c'est que... vous avez dû remarquer que les chats ou les chiens n'ont pas de cours d'éducation sexuelle. Pourtant, ils trouvent tout de suite comment faire pour se reproduire. Donc, en fait, c'est engrammé quelque part. Nous, c'est pareil sûrement. C'est pareil sûrement. Vous prenez des êtres humains sans faire des cours d'éducation sexuelle, je suis sûr qu'au bout d'un certain temps, ils trouveront comment il faut faire. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose d'archaïque en nous qui fait que une partie mâle doit aller dans une partie femelle. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez regarder, dès qu'il y a un truc de craie, hein, s'il y a un encrier, on va mettre la craie dans l'encrier. C'est des automatismes. Mais non, mais
vous souriez, c'est pas scientifique ce que je vous dis, mais c'est, si vous faites attention à ce que font les êtres humains, vous verrez qu'il y a des invariants qui correspondent à des choses qu'ils font, parce qu'en fait, on est tous précablés pour faire ça. Pourquoi? Parce que grâce à ça, ça nous permet de vivre ensemble et de grandir et de voilà quoi. Mais le problème, c'est que les intelligences artificielles, elles n'ont pas ça. Et le truc, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'un enseignant, un psychothérapeute, quand il est avec des enfants ou avec des patients, eh bien cet archaïsme, il est partagé et il participe aux soins, aux apprentissages. Et du coup, on peut imaginer, on pourrait avoir peur, et je pense qu'inconsciemment on a peur de ça, on a peur inconsciemment que si les intelligences artificielles sont partout, elles vont élever nos enfants, et nos enfants vont tous devenir psychotiques, parce qu'ils vont perdre le noyau archaïque qui fait que leur soi est consistant, et que ce soi est partagé avec les autres soi, et que ce partage permet de nous consolider à nous aussi en tant que sujet. Et si vous faites attention, vous voyez, les gens ont peur des intelligences artificielles comme si elles allaient les détruire quelque part, hein, comme si elles allaient nous envahir, nous disloquer. Mais c'est un peu une peur psychotique. Hein. C'est un peu une peur psychotique. Alors, alors qu'en fait, vous savez, on n'a pas à avoir... et là, il y a eu la bascule très claire. C'est quand les ordinateurs, ont réussi à gagner le champion du monde aux échecs, et 2, le champion du monde de Go. Ça a été une défaillance narcissique et une peur psychotique du fait que c'était fini. Alors que vous ne savez pas qu'en fait, le narcissisme de l'humain ne devrait pas être dans les échecs ou dans le Go. Vous savez qu'un être humain, un robot, alors, il paraît que c'est plus vrai, mais en tout cas, il y a 6 mois, aucun robot ne savait plier une serviette. Donc un robot est capable de battre le champion du monde de Go, le champion du monde d'échecs, mais aucun robot n'est capable de plier une serviette. Et vous n'avez jamais réalisé combien c'était compliqué de plier une serviette. En fait, et en fait, le narcissisme de l'humain devrait être là, en fait. Devrait être dans le fait qu'on a un corps, qu'on est dans l'espace, qu'on voit, qu'on fait, qu'on le fait vite, avec équilibre, harmonie, et que ça, c'est quelque chose de très fort, très difficile à programmer. Et en plus, on sait jouer au Go et tout ça. Alors, j'en arrive à la conclusion. Donc, le monde change et ça nous fait peur. Et on a du coup encore plus peur pour nos enfants, parce que eux, ils prennent ça de plein fouet, encore plus que nous. Et puis on est responsable d'eux, et puis on est un peu projectif, c'est-à-dire on projette notre peur sur eux aussi. Donc voilà, c'est la vie, mais c'est licite, hein. Je pense qu'on peut avoir peur de ce qui se passe. La peur n'est pas quelque chose de forcément mal. Le monde se mathématise, et le fait qu'on ait un député qui soit une médaille Fields, eh ben c'est pas par hasard. Vous voyez, je pense qu'il y a 10 ans, ça serait venu à l'idée de personne qu'une médaille Fields fasse de la politique. Les mathématiciens étaient dans des labos, quand ils parlaient on ne les comprenait pas, et on continue à les payer parce que c'est sympa, mais voilà. Non, là on a un mathématicien qui fait de la politique et candidat à la mairie de Paris. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est parce que les mathématiques rentrent dans la société, donc on a besoin d'un mathématicien. Et d'ailleurs, il est partout, hein. Il est partout. Et donc, du coup, comme tout change et que les maths arrivent, et que les maths c'est un objet très bizarre, assez violent, on a peur qu'il y ait de la folie qui arrive partout, en particulier chez nos jeunes. Alors, essayons de réfléchir raisonnablement. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur que la folie arrive? Non, c'est-à-dire, il ne va pas y avoir une montée de la prévalence de l'autisme ou de la schizophrénie à cause de la digitalisation du monde. Non, c'est pas.
La schizophrénie et l'autisme, au sens de l'autisme qu'on a dans nos consultations, c'est autre chose. C'est des maladies graves, la digitalisation. Si ça joue encore une fois, ça jouera à la marge, et peut-être que ça jouera à la marge en bien. On ne sait pas. Donc on va dire, ok, donc il n'y a pas de problème. Attention, alors d'abord, soyons vigilants, parce que ces changements arrivent à une vitesse incroyable et touchent beaucoup de sujets, donc on a un devoir de vigilance. Et on l'a vu, il y a des cas où il faut faire attention, surtout avec les tout-petits. Mais par contre, ce que je suis à peu près sûr qui va arriver, c'est que nous allons changer. Nous allons changer. D'ailleurs, vous savez que les psychiatres ont vu au cours du XXe siècle, Freud avait plein de patients et de patientes hystériques, avec des grandes crises de conversion qui n'existent quasiment plus. Et nous, maintenant, on a ce qu'on appelle des états limites, c'est-à-dire des personnes avec des soins un peu fragiles, qui sont compliqués dans leur gestion des émotions avec les autres, qui du coup peuvent consommer des substances ou faire de la scarification, vous voyez. Et ça n'existait pas tellement, c'était pas décrit du temps de Freud. Donc on voit que la société, avec la postmodernité, la modernité, c'est vrai que les structures sociales sont moins fortes, donc il y a moins, les structures sociales étayent moins le sujet en tant que soi, et donc il y a des sujets vulnérables qui du coup se dispersent un peu dans leur individualité, et du coup il y a des nouvelles formes de psychopathologie, moins d'hystérie, plus d'état limite, et bien vraisemblablement dans 20 ans, 30 ans, on aura d'autres formes de psychopathologie. Voilà, il faut s'y préparer. Mais c'est pas grave. Merci pour votre attention.